Bonjour, je suis le docteur Nordin Fikri Ibrahim, professeur de médecine sociale à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, à la retraite. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie grave, très contagieuse et mortelle à plus de 90% en dehors de tout traitement. Il s'agit de Ebola virus, maladie à virus Ebola, autrefois appelée fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette maladie est appelée Ebola du nom d'une rivière de la République démocratique du Congo, autour de laquelle on a décrit les premiers cas en 1976. Le virus Ebola se transmet à l'homme à partir des animaux sauvages et se propage ensuite dans les populations humaines par contact direct, c'est très important, avec les malades en phase de contagion. Nous soulignerons tout à l'heure que les malades contagieux sont ceux qui présentent des symptômes et non pas ceux qui sont uniquement infectés par le virus et qui n'ont pas commencé à présenter les premiers signes de la maladie. Il faut souligner ici que les premiers cas et les premières flambées épidémiques étaient très localisées et sont restés au niveau des zones rurales près des forêts tropicales. Mais par la suite, la maladie s'est répandue à travers les populations des zones urbaines, des grands centres urbains, des pays les plus touchés, qui sont essentiellement la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et dans une moindre mesure, on a eu un cas au Sénégal et un cas au Nigeria. Ces pays les plus touchés qui présentent des flambées, c'est essentiellement à cause du fait qu'ils ont des systèmes de santé très fragiles, qui manquent d'infrastructures sur le plan de la prise en charge des cas, qui manquent de ressources humaines compétentes et bien sûr qui manquent de ressources financières pour acquérir le budget nécessaire au traitement des cas. Surtout que ces trois pays viennent de sortir de très longues périodes de conflits et d'instabilité. Alors, dans une première étape, il est important d'expliquer comment se fait la transmission. Au départ, les hôtes naturels du virus Ebola, ce qu'on appelle les réservoirs du virus, sont les chauves-souris essentiellement, qu'on appelle les chauves-souris frugivores. Le virus s'introduit chez l'homme après un contact étroit avec du sang, avec les sécrétions des organes ou des liquides biologiques d'animaux infectés, comme les chimpanzés, les gorilles, les antilopes des bois, et bien sûr les chauves-souris, soit qui sont malades, soit qui sont retrouvés morts dans la forêt tropicale. Il se propage par la suite entre les hommes par contact direct, quand il y a une peau lésée ou à travers les muqueuses des animaux infectés, et donc les personnes humaines sont en contact avec le sang, et une fois contaminées, les personnes qui sont en contact avec d'autres personnes infectées vont être contaminées de nouveau en contact direct avec le sang, les sécrétions des organes ou des liquides biologiques comme les selles, les vomissements, la sueur et le sperme. C'est très important, je soulignerai tout à l'heure le fait que le sperme peut transmettre le virus pendant au moins 7 semaines, même après guérison clinique. Les sujets atteints donc vont rester contagieux durant toute la période où le virus est présent dans le sang ou dans ces liquides biologiques, y compris donc le lait maternel et le sperme, comme je le dis.
Alors, comment on reconnaît cette maladie, ou du moins comment elle se manifeste? Les premiers symptômes, c'est après une période d'incubation. La période d'incubation, c'est le temps écoulé entre l'infection par le virus et l'apparition des premiers signes. Et tant que les personnes humaines ne présentent pas de symptômes, ils ne sont pas contagieux. Ça, c'est très important à souligner. La contagion commence à partir du moment où la personne infectée commence à manifester les premiers signes. Alors, les premiers symptômes sont une fièvre brutale, une fatigue très importante, des douleurs musculaires, des maux de tête, un mal de gorge, et immédiatement suivi, et c'est très important, par des vomissements, par de la diarrhée, par une éruption cutanée au niveau de la peau, et dans certains cas d'hémorragie interne et externe due à une insuffisance rénale et hépatique. Et ce sont ces complications et surtout ces hémorragies qui vont entraîner la mort. Alors comment les personnels de santé peuvent faire le diagnostic? Le diagnostic de cette maladie est très difficile. Très souvent, on confond cette maladie avec le paludisme, avec la méningite cérébrospinale, voire avec les fièvres typhoïdes qui ont des symptômes un peu voisins. Et donc ce n'est qu'à travers les investigations de laboratoire qu'on peut porter un diagnostic et confirmer la maladie. Il est inutile de rentrer dans le détail technique concernant les investigations au niveau de laboratoire, mais il existe plusieurs examens de laboratoire dont le plus important c'est l'isolement du virus dans le sang et les liquides biologiques de la personne humaine. Alors maintenant, comment on doit se comporter vis-à-vis de cette maladie? شنو هما الإجراءات الوقائية بالنسبة لهذا المرض وشنو هي الوقاية؟ Donc la prévention. En ce qui concerne le traitement, il faut dire que jusqu'à présent, il n'y a aucun traitement efficace qui a fait ses preuves. Seule la réhydratation orale ou intraveineuse et le traitement des symptômes, c'est-à-dire des signes, c'est un traitement relatif uniquement le signe. On va lutter contre la toux, contre les vomissements, contre la diarrhée, contre la fatigue, contre les douleurs, etc. Mais il n'y a aucun médicament efficace pour éliminer, éradiquer le virus. Bon, actuellement, on est en train de travailler pour mettre au point plusieurs médicaments qui sont en cours d'évaluation. Comme il n'existe pour le moment aucun vaccin homologué n'est encore disponible sur le marché. Là aussi, on est en train de travailler, les chercheurs en train de travailler sur deux vaccins qui sont en cours d'évaluation. Et donc, en définitive, il nous reste la prévention. Alors, la prévention. Pour combattre effectivement cette maladie, surtout les flambées épidémiques, il faut mettre en œuvre une série d'investigations. Alors, parmi les mesures les plus importantes, il faut souligner la nécessité d'une prise en charge efficace des cas, la recherche des contacts, parce qu'il faut traiter les malades et les contacts des malades. Donc pour cela, il faut disposer d'infrastructures sanitaires, de laboratoires de qualité, de budget médicaments, etc. Ces pays pauvres, malheureusement, ont beaucoup de problèmes qui font qu'ils ont du mal à juguler cette maladie. La deuxième chose, c'est qu'il faut réduire la transmission d'une personne infectée à une personne saine. Et il faut aussi réduire la transmission permanente des animaux aux personnes humaines. Donc,
Ici, on recommande pour les personnes qui vont aller travailler dans les forêts ou qui vont procéder à d'autres choses au niveau des forêts, de porter des gants, des vêtements adaptés, des lunettes. Et pour ceux qui consomment la viande d'un certain nombre d'animaux sauvages comme les antilopes, il faut bien sûr faire cuire très bien ces viandes. Troisièmement, il faut réduire la transmission interhumaine provenant des contacts directs ou rapprochés. Par exemple, chez les sujets, avec les sujets contagieux. Par exemple, ceux qui s'occupent des malades contagieux au niveau de leur domicile, à domicile. Il faut absolument qu'ils portent des gants, des équipements qui soient adaptés et qu'ils évitent tout contact avec les liquides biologiques de ces personnes. Par ailleurs, il faut absolument se laver les mains systématiquement après avoir rendu visite aux patients qui sont hospitalisés. Ça, c'est très important parce que les familles tiennent à voir leurs proches au niveau des hôpitaux, donc il faut qu'ils prennent des précautions en sortant absolument de se laver les mains. Il faut surtout séparer les malades des sujets sains. Au niveau de l'hôpital, on procède à un isolement qui répond à un certain nombre de critères et souvent on voit à la télévision tous ces vêtements adaptés, toutes ces dispositions pratiques pour éviter les contacts avec les malades contagieux. Et chose très importante, il faut éviter les funérailles à domicile. C'est-à-dire qu'une fois une personne morte de virus Ebola, il faut l'enterrer rapidement, de préférence cercueil zingué fermé, et éviter les cérémonies des funérailles à domicile, parce qu'au niveau des cérémonies de funérailles, souvent les familles vont être contaminées en contact avec les personnes décédées. Et bien sûr, tous les sujets qui ont été en contact avec les malades qui sont contagieux doivent faire l'objet d'un suivi au moins pendant 21 jours. Nous avons dit que la période d'incubation est maximum 21 jours. Donc il faut au moins 21 jours pour s'assurer que les contacts n'ont pas été infectés. Sans oublier la lutte contre l'infection au milieu hospitalier, mais ça c'est une problématique spécifique, on ne va pas en parler. Et je terminerai par insister sur la nécessité de la participation de la communauté tout entière, qui est essentielle pour juguler les flambées. D'où la nécessité de l'information, de l'éducation sanitaire et de la communication avec le grand public. Et donc là, on se rend compte de l'intérêt d'expliquer au grand public, à la population, les éléments essentiels en rapport avec cette maladie, comme nous venons de le faire dans cette petite vidéo.